à tous et à toutes. Mardi 22 mai, merci d'être avec nous en direct. Et puis le grand retour de David Martin. Mesdames, messieurs, qui va choisir des produits gastronomiques en France et puis surtout des recettes de terroir. Des recettes de terroir avec un coup d'œil sur l'histoire. C'est ça, sur l'histoire et puis des têtes, ceux qui les réalisent le mieux. Voilà, donc un petit tour de France de nos plus belles recettes. Et ce matin, c'est quoi? Ce matin, un plat éminemment politique. C'est le seul que je connaisse. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Aussi politique, ouais. Oui, c'est le seul plat politique, à ma connaissance, dans nos beaux terroirs de France, la poule au pot, instituée par Henri IV, mais on verra ça tout à l'heure. Désolé, on a failli mettre cette musique. Donc vous avez décidé de nous faire voyager en France, voilà, justement sur les traces d'une recette ou d'un produit qui a marqué l'histoire de France. Et puis d'aller à la rencontre des gens, des vrais gens, qui cuisinent vraiment tous les dimanches ou toute la semaine et qui sont spécialistes de cette fameuse marque de terroir, alors dans le sud, dans l'ouest, dans le nord. Bref, cette semaine, la poule au pot, mesdames et messieurs, c'est la plus emblématique. Il faut bien le reconnaître. C'est un plat historique et en même temps politique. S'il n'y avait pas eu ce plat-là, il est probable que Henri IV n'aurait pas été aussi connu dans les manuels d'histoire. Ça vous rappelait votre 7e, votre 6e. Politique, tout simplement parce qu'à l'époque, donc nous sommes en pleine guerre de religion. Vous imaginez le pays, il est coupé en deux. Vous avez la Saint-Barthélemy, puis un petit peu avant, bien sûr, protestants et catholiques, un peu avant la bataille d'Arnay, où le roi de Navarre, Henri IV, qui ne l'est pas encore, met une pile aux catholiques, ce qu'ils ne le pardonneront jamais, il faut bien le reconnaître. Et pour essayer de passer un petit peu mieux, c'est un vrai roi de terroir, Henri IV. Il faut savoir qu'il sentait l'ail, il ne devait pas régner, la succession d'une branche de la royauté passe de l'autre côté, donc il devient roi, et il débarque à Paris. Paris vaut bien une messe, donc il change de religion, il abandonne le protestantisme pour arriver sur le catholicisme, tout ça pour accéder au trône, bien évidemment. Et puis, il faut se rapprocher de son peuple. Il vient du peuple, il vient de Navarre, il vient du sud-ouest. Donc là-bas, on mange la poule bouillie, la poule dans le pot. Voilà d'où ça vient, au départ. Et puis, il a besoin quand même de fédérer un petit peu, de réunir tout ce peuple qui est quand même bien déchiré. Et c'est une des solutions qu'il trouve, la fracture. Là, il l'a réduit grâce à la cuisine. Un petit peu d'histoire, entre parenthèses, s'il n'avait pas disparu dans les circonstances aussi dramatiques qu'on connaît, et non pas 17 coups de couteau comme on vous l'apprend en classe, simplement 3. Qui ont eu raison du bon roi. Ravaillac. Oui, Ravaillac. Vous allez voir, je vous explique ça très rapidement. On y va, et puis on va à la rencontre d'un type absolument fabuleux que nous saluons, Monsieur Laurent, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Vous allez voir, un type admirable. Donc vous êtes allé où? Nous sommes allés à Arnay, au lieu de la bataille d'Arnay. C'est où, précisément? C'est en Bourgogne, c'est à côté de Dijon. D'accord. Il y en a partout en France. Nous sommes à Paris le 14 mai 1610. Un carrosse quitte la cour carrée du Louvre. Il est 15h50. À son bord, 3 hommes. Le duc d'Épernon, le duc de Montbazon. Ces 2 hommes accompagnent le roi de France, Henri IV, au chevet de Sully, gravement malade. Le pays est secoué par les guerres de religion. Nous sommes au lendemain de la Saint-Barthélemy. Il faut dire que le bon roi Henri, depuis sa naissance, a changé à 5 reprises de religion. Tout ça, bien sûr, pour la couronne. Et ça, les catholiques ne sont pas prêts de le pardonner. Le carrosse file dans les rues de Paris, sans garde rapprochée pour assurer sa protection. Un homme, François Ravaillac, embrigadé, fanatisé, tapis dans l'ombre, il attend son heure. 16h15, rue de la Ferronnerie. Ravaillac se précipite, saute sur le marchepied. Il porte 3 coups de couteau. Le premier atteint le roi sans dommage. Le deuxième le touche au poumon droit, sectionnant la veine cave et l'aorte. Le troisième finira dans la manche du duc de Montbazon. À cet instant, le roi est mort. Paradoxe, la légende de la poule au pot ne verra le jour qu'un demi-siècle après la mort du bon roi de France. Monsieur David Martin, bonjour. Je vous ai amené une bonne poule, là. Ah, ça tombe bien, l'eau est chaude, on y va. Je vous suis, un vrai spécialiste de la poule au pot. C'est parti. Mon cher Laurent. Ça, David. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une vraie poule au pot? Par quoi ça commence? Le bouillon. Le bouillon. Allez, vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon? Alors, dans le bouillon, il y a les abattis de la les ailerons, le cou, la tête, les pattes. Voilà. Un bouquet garni. Un petit bouquet garni. Une vraie poule? Une vraie poule. Donc, la saison, c'est plutôt en hiver? Tout à fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a pour la farce. La farce est constituée de oignons. Oignons.
Fan de céleri? Persil Non, plat. persil plat. Les œufs? Les œufs. On verra après la quantité, là il y en a 3. Pas mal d'ail. Pas mal d'ail. On est dans le sud-ouest. Bien sûr. Et Les échalotes? jambon Bayonne. Jambon de Bayonne. Et ensuite le panier de légumes qui va accompagner la poule. Alors, on a notre céleri qui a été coupé, des navets blancs. Les navets blancs, céleri, poireaux, carottes. Le plus important, le chou qu'on va farcir. Mais ça, on va pas le mettre dans notre bouillon. Hein. Mais on va le servir, on va le cuire à part. Il y a pratiquement 10 recettes différentes de poule au pot. La vraie, c'est laquelle? La vraie, une vraie. La vraie, celle qu'on attribue du temps d'Henri IV, c'est une poule farcie. On ne met pas de sauce avec. Elle est servie avec de la moutarde à l'ancienne, des cornichons et du sel. La poule au pot, elle part du pot-au-feu parce qu'en Moyen-Âge, on appelait le hoche-pot. Oui, le hoche-pot. Voilà. Donc, on mettait les éléments du pot-au-feu plus une poule. Il n'y avait pas de pommes de terre à l'époque d'Henri IV. Il n'y avait pas de pommes de terre, il n'y avait pas de riz. Il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de pommes de terre. Ils mettaient des châtaignes l'hiver. Il en reste un peu pour moi. Ah, c'est pas mal. Non mais attends, dis donc là, on prépare pour combien là? J'ai invité quelques copains là, alors... Ah oui, d'accord, ok. Ensemble. Bon bah alors j'y vais là alors. On y va, non? Ouais, c'est bon, j'emmène déjà ces deux-là. D'accord. Allez, c'est parti. Des copains. Oh, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Ah oui, d'accord, ça va, j'ai compris. Autour de dîmes et de taille, armée fut une bataille, dont le pays maltraité garde la plaie aux côtés. Combat des stocks et de taille, de cette cruelle bataille, au contraste, il n'est resté que poule au pot réputé. Le temps a pour nos détresses d'irrésistibles caresses, dont chaque âge est adouci. Légumes et poules taillées en pièces disent seuls en ces temps-ci le grand combat du roi Henri. Impressionnant, messieurs. Mais chacun son boulot. Il y en a qui testent des produits de beauté, des régimes, des trucs pour anti-rides, etc. Et il y en a qui mangent et qui prennent du poids. Je ne sais pas lequel je préférerais, moi. Écoutez, je ne sais pas. À voir, à suivre. Bon. Donc vous avez bien compris, à peu près, non? Oui, alors donc, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, on mangeait de la poule au pot partout en France. Et donc, elle est adaptée au terroir. Exactement. Alors ça, c'est pas fait du temps d'Henri IV, tout ça. Ça s'est décidé 50 ans après. Parce que c'est long une décision politique, vous le savez tous autour de cette table. Non, c'est pas vrai, mais enfin donc, oui, en quelque sorte. Quelle a été précisément sa décision? Alors sa décision, ça a été de mettre la phrase, enfin la citation, c'est tant que la vie sera là, tant qu'on me prêtera vie, je mettrai pour chaque laboureur une poule dans son pot chaque dimanche. En gros, c'est à peu près ça la phrase. Oui, c'était éminemment politique, il fallait donner au peuple, rendre au peuple une partie de l'impôt versé, de l'effort consenti, du drame. Réunir après le drame et donc donner à manger à son peuple, ça lui paraissait à lui tout à fait évident. Malheureusement, il aura fallu attendre Louis XIV et puis son percepteur surtout, Ardouin de Périfix, qui relate une engueulade entre lui et le duc de Savoie, entre Henri IV et le duc de Savoie, au cours de laquelle il lui dit, écoutez, moi, mon boulot, c'est de mettre à manger. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça vous explique. Quelles sont les différences? Alors, la différence, dans le sud. Au nord, on l'a vu, la crème. Au nord, la crème. On a fait cette sauce suprême qui apparaîtra beaucoup plus tard. On la doit à Auguste Escoffier, grand cuisinier que vous connaissez tous, ça fait une bible. Et puis dans le sud, on la mange avec le bouillon, n'est-ce pas? Le pain frotté à l'ail, ce qui explique l'odeur pestilentielle que charriait Henri IV à l'époque. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Et puis on servait un petit coulis de tomate à côté. Et puis pour les plus riches, les plus nantis, suzerain et vassaux, n'est-ce pas? Le foie gras poché dans le bouillon. Alors ça n'a rien à voir avec la poule, mais ça vient au départ de quelque chose d'extrêmement populaire qui est le pot-au-feu. Le pot-au-feu, il existe partout. Dès que vous avez un coin de campagne, un coin paysan, on mettait les morceaux, les abats bas, les morceaux bas du bœuf à cuire dans de l'eau. Ça s'appelait le hoche-pot. Et on avait l'habitude de plonger dans la dernière heure une poule dedans. De là, on a tiré la poule au pot. Elle est devenue Henri IV parce qu'il l'a promotionné, on va dire. Alors, la crème, le bouillon, est-ce qu'il y a des sauces qui diffèrent d'une région à l'autre? Non, la sauce classique, la vraie sauce, à partir du moment où Escoffier s'en est occupé, c'est la crème, c'est la sauce suprême. La sauce suprême, un roux, le bouillon, la crème, et on peut lier avec le petit jaune d'œuf à la fin, comme faisait ma grand-mère. Une petite sauce ravigote, c'est bon aussi. Oui, alors on peut la servir vinaigrette, comme le dit Laurent dans le sujet. Voilà, alors c'est ce que dit Laurent dans le sujet. Lui, normalement, à l'origine, on la mange avec les cornichons. Alors, à l'époque, les cornichons, c'était pas ça, mais surtout de la moutarde. Donc, la sauce forte.
Il n'est pas interdit de mettre dans la sauce blanche, dans la suprême, une cuillerée de moutarde. Elle devient légèrement moutardée. Mais normalement, c'est au gros sel et au cornichon. À l'époque, il n'y avait pas de riz et pas de pommes de terre. Donc, c'était fatalement des vieux légumes. Okay. Je vous laisse deviner lesquels. Il y a plein de téléspectatrices, surtout, qui saluent votre retour à l'antenne. Alexandre. Il y a Andrea de Paris qui a travaillé à l'Élysée, dans les cuisines, et qui nous pose des petites questions. Écoutez bien, quels sont les plats préférés des présidents de la 5e? Qui préférait filet de sole soufflé au fromage et poule au pot, à votre avis? Je dirais Pompidou. Non, c'était De Gaulle. Qui préférait poisson grillé, œufs brouillés, tarte aux pommes et confiture? Giscard, bravo. Gigot d'agneau, ortolan, poire pochée au caramel. Mitterrand. Bravo. Ortolan. Tête de veau, sauce gribiche, poulet Chirac. Pas tous en même temps. Gratin savoyard, moelleux au chocolat, macaroni. Nicolas Sarkozy. Trop fort. Sans alcool. Un petit dernier. Fastoche. Le milassou corrézien. C'est de la pomme de terre et du lard. Le président Hollande. Sauf qu'il est au régime et il peut pas. Voilà. On passe au loup.